Bonjour à tous, nous sommes tous réunis pour un nouveau Grand Paris Live. Grand Paris Live, c'est le rendez-vous web des Grands Parisiens. Et vous avez maintenant l'habitude, vous êtes près de 100 à être en direct maintenant pour suivre ce Grand Paris Live. Alors l'émission, vous le savez, est produite par le Club des entreprises du Grand Paris et par l'Institut des hautes études des métropoles. Et on vous a mis derrière deux kakémonos pour visualiser donc les producteurs de cette émission. Alors l'objectif de cette émission, il est de proposer aux décideurs grands parisiens de partager les enjeux essentiels du Grand Paris, dans ses aspects notamment métropolitains, donc développement urbain, transition énergétique, mobilité, les enjeux d'inclusion, etc. Et aujourd'hui, nous allons parler d'aménagement et de sites en développement. Alors nous recevons aujourd'hui, et je la remercie d'être avec nous, Cécile Diguet de l'Institut Paris Région, qui nous présentera tout à l'heure en quelques mots l'Institut Paris Région, que l'on connaît très bien et en même temps, comme tout ce qu'on connaît bien, qu'on ne connaît pas forcément. Donc j'ai demandé à Cécile de nous dire notamment quels sont peut-être les sujets d'actualité de l'Institut Paris Région, qui est dirigé par notre ami Fouad Awada, qui je crois est également en ligne et qui nous suit. Alors cette émission, vous le savez, est à la fois en direct et vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux. C'est une webinar, c'est-à-dire que vous pouvez aussi poser des questions, chatter, et je trierai les questions, je sélectionnerai les questions qui seront les plus intéressantes et on les posera en direct à Cécile Diguet. Avant de passer la parole à Cécile, que je remercie encore, moi, j'ai une question un peu générale. Vous pourrez, Cécile, la traiter tout à l'heure si vous voulez. On a l'impression, lorsqu'on s'intéresse au développement urbain au sens très très large de l'urbain, à l'échelle du Grand Paris, on a l'impression que ce soit du côté des donneurs d'ordre, donc des territoires, des élus, des décideurs, des aménageurs, mais que l'on soit aussi à l'écoute des opérateurs privés, que ce soit les aménageurs privés, que ce soit les foncières, que ce soit les promoteurs, les architectes, les ingénieurs, tous les gens qui travaillent à fabriquer l'urbain, on a quand même l'impression qu'il y a des indicateurs de ralentissement, si ce n'est de crise. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais moi, j'aimerais avoir tout à l'heure votre avis, comme ça, j'allais dire un peu à chaud et sans forcément le documenter ou l'argumenter, votre avis sur la question suivante. Est-ce que, au travers des travaux qui sont très très nombreux de l'Institut Paris Région et peut-être au travers de ce tableau de bord que vous allez nous présenter, est-ce que ressortent ou pas des indicateurs de ralentissement, voire de crise, et j'allais dire peut-être des clignotants orange voire rouge. Voilà. Peut-être que vous pourrez nous donner votre sentiment tout à l'heure sur ce que vous voyez ou ce que vous ressentez aujourd'hui sur la dynamique urbaine d'aménagement et de développement du Grand Paris. Voilà. Merci encore, Cécile, d'être avec nous ce matin pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure. Je vous laisse tout simplement la parole pour nous présenter l'Institut en quelques mots, ses sujets d'actualité, ceux qui vous intéressent aujourd'hui à l'échelle de l'Institut, et puis ce travail très très intéressant qu'on a expérimenté tous les deux sur ce tableau de bord. Voilà, merci, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous, et merci pour l'invitation. Donc, je vais commencer par présenter l'Institut Paris Région. Donc, déjà, pour vous dire qu'on existe depuis 60 ans. Donc, ça fait 60 ans qu'on travaille sur l'aménagement et le développement urbain de la région Île-de-France. Et nos compétences se sont, on va dire, étendues au fur et à mesure, puisqu'aujourd'hui, on est plus de 200 expertes travaillant sur des sujets comme l'environnement, les mobilités, le développement urbain, l'économie, la santé, le sport. Donc, énormément de sujets pour lesquels on apporte nos expertises principalement à la région Île-de-France, mais également à de nombreux territoires avec qui nous avons des conventions. Et puis, on a aussi une partie commerciale, notamment à l'international. Mais voilà, notre cœur de métier, ce sont les politiques publiques à l'échelle de la région Île-de-France. Alors, donc moi, je suis directrice du département aménagement, urbanisme et territoire à l'Institut, donc c'est une équipe de 20 personnes. Et nous avons donc développé ce tableau de bord des projets d'aménagement que je vais vous présenter. Pour répondre peut-être dans un premier temps à votre question
sur les indicateurs, on va dire, de ralentissement. Je voudrais juste signaler que l'outil de ce tableau de bord, en fait, il parle de projets d'aménagement d'une certaine taille qui sont soit à l'étude, soit programmés, mais qui sont tous validés par les collectivités avec des programmations validées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas à travers ce tableau de bord qui n'est pas, on va dire, un tableau de conjoncture actualisé tous les mois. Hein, ce n'est pas à travers ce tableau de bord qu'on peut avoir des indications très chaudes, on va dire. En revanche, on sait que l'année prochaine, en actualisant au fur et à mesure justement la programmation des projets, on aura probablement des modifications de programmation sur un certain nombre de ces projets. Puisque ce qu'on voit, ce qu'on comprend effectivement, même si nous, notre travail à l'agence d'urbanisme, c'est quand même aussi d'avoir toujours un certain recul et ne pas réagir trop vite, trop à chaud hein, sur les événements. Évidemment, au programme d'études 2021, on a énormément de sujets qui traitent des conséquences de la crise sanitaire sur un certain nombre de dimensions, aussi bien sociales, économiques, ou mobilité ou aménagement pour le territoire et les habitants de l'Île-de-France. Ce qu'on peut déjà percevoir, c'est qu'il y a un impact aujourd'hui qui n'est pas mesuré, d'une part de l'augmentation du télétravail à venir, donc qui pourrait avoir un impact sur les marchés de bureaux, évidemment défaillance d'entreprise qui pourrait également avoir un impact sur les marchés de bureaux, d'activité, baisse des ressources des ménages et là, impact sur l'offre résidentielle, enfin sur la demande plutôt en termes de logement. En revanche, moi, ce que j'ai pu entendre de la part d'un certain nombre d'experts, pas forcément à l'Institut d'ailleurs, mais c'est que les marchés de la logistique et des data centers, en revanche, étaient des secteurs d'investissement qui ne faiblissaient pas. Donc voilà, on a finalement des choses assez diverses. Voilà, on pourra après en rediscuter peut-être en fonction des réactions. Du coup, je vais partager mon écran pour vous montrer ce nouvel outil donc, de l'Institut sur... Donc, je ne suis pas sur le bon onglet. Est-ce que vous voyez bien le tableau de bord? Oui, parfait. Voilà. 1795 projets, etc. Très bien, parfait. Déjà pour vous dire, donc en fait, précédemment, l'outil s'appelait la Wikimap projet et était beaucoup plus axé sur des dimensions de cartographie et avec ce tableau de bord, hein, qui est aussi un nouvel outil informatique qu'on développe à l'Institut avec un partenaire. L'idée, c'était d'avoir plus d'indications chiffrées. Donc, je vais vous expliquer de façon voilà, un peu méthodique, on va dire, la façon dont il s'organise, puisqu'effectivement, il est assez riche. Donc, la première chose, c'est que quand vous arrivez dessus, vous avez toute la région Île-de-France. Donc, aujourd'hui, c'est 1800 projets qui sont renseignés. Je vous arrête tout de suite, Cécile. Pour accéder déjà à ce stade, à cette couche, il faut passer par où? Vous allez sur le site de l'Institut Paris Région. D'accord. Et ensuite, vous tapez juste projet d'aménagement, soit dans la barre de recherche, soit vous allez dans la partie carto et vous la trouverez. OK. C'est vraiment assez simple. Oui. Et en fait, quand vous allez entrer, vous aurez un petit pop-up qui vous indiquera aussi, qui vous montrera la note méthodologique. Si vous souhaitez, vous pouvez cliquer pour comprendre quelles sont les sources. Hein, ça, j'y reviendrai peut-être un petit peu après. D'où est-ce qu'on tire en fait ces données et comment on sélectionne aussi les projets qu'on met en avant. Puisqu'il y a des seuils en fait. On ne parle que des grands projets d'aménagement, on ne parle pas des dynamiques dans le diffus, qui sont très importantes aussi, mais l'outil ne traite pas le diffus. Donc voilà. Ensuite, donc, sur la gauche, vous avez les intercommunalités, toutes les intercommunalités de l'Île-de-France. Donc, c'est à cette échelle-là qu'on va renseigner les projets. Donc, par exemple, si je vais sur Grand Orly-Seine-Bièvre, le T12, je clique dessus, hop, ça zoome, et puis les chiffres s'actualisent. En fait, en gros, on a 3 filtres principaux. Le premier filtre, c'est la vocation dominante des projets. Donc, soit c'est mixte activité-habitat, on va dire, soit c'est plutôt dominante activité, soit dominante habitat. Deuxième filtre, c'est l'état d'avancement. Donc, on a des projets à l'étude. Donc, à l'étude, mais validés par les collectivités. Hein, ce n'est pas à l'étude par des acteurs autres. Hein. Ensuite, on a le filtre consommation d'espace. Est-ce qu'on est en renouvellement ou est-ce qu'on est en extension? Vous pouvez
agir sur la cartographie en cliquant. Par exemple, si je ne vois que les projets mixtes, je clique une fois sur mixte et je ne vois que les projets mixtes et une fois ici encore, tous les chiffres s'actualisent. Si je veux sortir et avoir tout, je reclique dessus. Voilà, c'est juste ça. Si je veux croiser plusieurs filtres, par exemple mixte et à l'étude, je clique sur à l'étude et je n'ai plus que ça. Donc, on a 3 filtres qui peuvent se croiser. Et à chaque fois, je reclique, enfin, je déclique en quelque sorte pour que tout apparaisse de nouveau. Ensuite, j'ai la partie. Je baisse ça, voilà. Ensuite, j'ai la partie à droite qui est la data box. On appelle data box où on a, donc voilà, sur le territoire de Grand Orly-Seine-Bièvre, on voit qu'on a 48% de la programmation qui est destinée au logement et 46,6% aux activités. Si je veux avoir le détail des activités, on voit le petit camembert à droite où on a 3/4 de bureaux. Alors, typiquement, on peut imaginer que dans les années qui viennent, peut-être que cette programmation va évoluer, étant donné les conséquences potentielles de la crise. En dessous, on a un détail sur les chiffres de logement, donc logements sociaux, logements résidence, logements à construire. Donc voilà, c'est l'infographie qui donne les chiffres clés sur les dynamiques de projet dans ce territoire. En dessous, on a 3 onglets. Les projets. Donc là, on a la liste de tous les projets en fait de ce territoire, avec le détail, et pas mal de détails en fait, sur qu'est-ce que ce projet, la programmation précise, qui est porteur du projet, etc. etc. Donc, là, il y a beaucoup de richesse. On peut cliquer sur un projet, par exemple, Ardoine, les Ardoines, je clique sur les Ardoines ici. Je zoome, donc la carte zoom sur le territoire et on a plus de détails sur le projet. Voilà. Et si ensuite il y a export par territoire, voilà, dans ce petit onglet en bas à droite, là il faut avancer territoire par territoire. Là il y avait une petite limite technique, mais on peut à chaque fois en fait aller sur le territoire, le PCI que l'on souhaite. On a, voilà, pareil, beaucoup de données sur chaque projet et on peut les exporter, plusieurs formats, Excel, au PDF, CSV, voilà, ou les copier-coller. Donc c'est aussi intéressant parce que toutes ces données sont en réalité en open data. Et on peut ainsi eh bien, faire ses propres traitements de données, par exemple, ou utiliser voilà, certains chiffres de certains projets. Donc voilà, en gros, pour une présentation, une démonstration générale du tableau de bord. On peut aussi voilà, agrandir évidemment voilà, on peut agrandir la partie carto si on le souhaite. Il y a un certain nombre voilà, d'outils ergonomiques pour s'en servir. Pour revenir donc du coup à la question des sources de données, donc à l'Institut Paris Région, on a des correspondants territoriaux qui suivent les dynamiques des territoires de façon très rapprochée, soit à travers des travaux, des conventions qu'on a avec ces territoires, soit tout simplement parce que ce sont leurs territoires de référence. Et que voilà, résultat, on a des informations régulièrement sur l'avancement des projets. On a aussi des partenariats avec certaines autres institutions, comme la DREA par exemple. Et puis, on a des informations par la presse spécialisée et certaines bases de données autres de l'Institut qui viennent nourrir cette base. Ensuite, voilà, là, on vous explique sur cette petite notice qu'est-ce qui est considéré comme un secteur de projet. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, quand c'est des projets à l'étude, il faut que ce soit validé par une décision de la collectivité. Pour les projets programmés, là, on a un certain nombre de procédures qui font foi finalement du fait qu'elles sont programmées. Il y a des seuils également, puisque, donc, comme je disais tout à l'heure, on ne parle pas du diffus. Donc, c'est des projets de minimum 50 logements en zone urbaine pour les projets à dominante habitat, 10 logements minimum en zone rurale, au moins 5000 m² de surface de plancher, sauf si l'emprise au sol est plus vaste, c'est-à-dire dépasse 1 hectare. Voilà. Et ensuite, on a toute la liste des données. Voilà pour la question des sources. Après, bon, la carte à l'échelle de l'Île-de-France, ce qu'elle montre, tout simplement, c'est bon, à la fois des dynamiques évidemment très importantes de projets, mais aussi bon, on va dire une typologie, on va dire, de projets, c'est-à-dire on continue évidemment
à transformer les territoires anciennement industrialisés de l'Île-de-France, que ce soit sur Plaine Commune ou sur justement les ardoines qu'on voyait tout à l'heure, hein, tout ce qui sont ces territoires anciennement dédiés à l'industrie et à la production. On a les pôles aéroportuaires autour d'Orly-Roissy qui continuent aussi à évidemment se structurer, se développer, évoluer. Les anciennes villes nouvelles, Marne-la-Vallée qu'on voit très bien voilà, ici, mais aussi Cergy qui se transforme. On a un certain nombre de friches militaires ferroviaires également, hein, qui se redéveloppent. Satory sur le plateau de Saclay, par exemple, la BA 217 à Brétigny, la gare des Mines à Porte d'Aubervilliers. Et puis, on a évidemment toute la dynamique des projets de rénovation urbaine également, le quartier politique de la ville, qui sont importants évidemment en Île-de-France. Voilà pour cette présentation. Je vais peut-être maintenant fermer le partage d'écran et y revenir s'il y a des questions spécifiques peut-être sur le tableau. Alors moi, j'ai une question qui n'est pas sur le tableau, et puis j'ai mes propres questions. Je vais lire une question qui est proposée par Michel Guemy. Je vais la lire. Hein. À propos des conséquences de la crise sanitaire, vous parlez notamment d'impact sur le marché de bureaux. Bon, c'est vrai que on est tous d'accord qu'il y a un grand nombre d'indicateurs qui montrent que le marché de bureaux est impacté, d'ailleurs pour différentes raisons. Un surstock, peut-être une suroffre des années précédentes, le télétravail qui remet en cause l'idée qu'on se fait du temps qu'on doit passer au bureau. Bon, tous ces facteurs s'ajoutent. Et Michel Guemy nous dit, quid de l'inertie des programmes ayant déjà obtenu leur permis depuis cet été? Faut-il poursuivre le processus engagé jusqu'à livraison des surfaces, sous-entendu des surfaces commandées, programmées, prévues? Il pense au bureau. Ou faut-il dès maintenant transformer des opérations? Et il ouvre des guillemets en disant dans le sens de l'histoire. Cette problématique, ça ouvre deux branches. Une branche qui serait l'arrêt d'une partie des programmes de bureau lancés, programmés, etc. Et l'autre branche qui serait la transformation dès maintenant de certaines surfaces de bureaux programmés en logements. Bon. Alors ça renvoie à la problématique non pas de la transformation de bureaux en logement, mais de la transformation de permis de construire bureau en permis de construire logement. Est-ce que vous avez, au travers de l'outil ou de manière plus générale, est-ce que vous avez un avis sur cette question-là? Peut-être plusieurs choses. D'abord, nous, on avait fait une enquête à l'Institut sur justement la question du télétravail. On sait que 18% des actifs franciliens, avant le confinement, télétravaillaient déjà. Pendant le confinement, la première phase du confinement, on va dire, c'était 39%. Et de ces 39%, 95% voulaient continuer à faire plus de télétravail qu'auparavant. Donc, c'est une tendance, effectivement, qui risque de se confirmer. Ensuite, il n'en reste pas moins que on connaît aussi, et on arrive aujourd'hui à certaine fatigue de beaucoup d'employés par rapport au télétravail. Donc, la tendance, si c'est lié au télétravail, en tous les cas, elle est encore à continuer à observer. Elle ne va pas être non plus si radicale. En revanche, effectivement, il y a aussi la question de la défaillance des entreprises, donc une moindre demande des entreprises. Et puis, comme vous le disiez, il y a un certain nombre de millions de mètres carrés, même 3 millions, c'est le chiffre qu'on cite souvent, de mètres carrés de bureaux vacants en Île-de-France, alors qu'ils sont des bureaux obsolètes, mais qui sont aussi des actifs qui sont immobilisés pour de multiples raisons et qui, dans le cadre aussi de grands sujets sur lesquels on travaille à l'Institut, comme la démarche zéro artificialisation nette, le ZAN, pose question sur le fait de, si on veut densifier, il faut aussi mieux utiliser. Donc, utiliser ces mètres carrés vacants. Donc, ça, c'est juste déjà pour le cadre un petit peu de toutes ces réflexions. Ensuite, la question qui est quand même très précise de se dire, est-ce qu'on arrête complètement et on transforme finalement ces programmations tout de suite? Je pense que, ça pose aussi la question de l'architecture réversible, c'est-à-dire notamment, choisir des façons de construire et des structures qui permettent de transformer facilement
bureaux, logements, et il y a quelques expérimentations rares dans le cadre du permis d'innover sur justement des bâtiments qui ne sont pas affectés officiellement, c'est-à-dire ni logement ni bureau. Donc, est-ce qu'il faudra aussi aller plus vers cette tendance? Ça semble intéressant. La réglementation l'autorise ou pas, ça, hein, non, aujourd'hui, c'est de l'expérimentation. Mais cette expérimentation, elle est vouée justement à faire évoluer la question des normes derrière. Donc, c'est en train de bouger. Il y a une opération notamment dans l'OIN Atlantique à Bordeaux, par exemple. Et ensuite, je pense qu'on ne peut pas forcément réfléchir à l'échelle de toute la région de façon homogène. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a certains… on peut imaginer une suroffre sur certains secteurs et pas sur d'autres. Ça dépend des équilibres préalables, ça dépend des dynamiques d'implantation de nouvelles entreprises, par exemple, parce qu'il y a quand même… tout n'est pas sombre, hein. Donc, je pense qu'il faut une démarche qui est quand même, on va dire, territorialisée sur cette question-là. À propos de territorialisation, votre carte, peut-être que vous pourriez la remontrer, la carte à l'échelle de l'Île-de-France, moi, me donne l'impression que le discours, voilà, le discours sur la dynamique à l'ouest et la régression à l'est, j'ai l'impression que votre carte la remet en cause, cette idée ou cette vision qui est un peu une vision. Alors, il y en a qui parlent de vision autoréalisatrice, etc. Je ne rentrerai pas là-dedans, hein. Enfin, on voit quand même que il y a une dynamique de projet. En tout cas, il y a beaucoup plus d'orange et de couleurs à droite qu'à gauche. Donc, si je ne me trompe pas, à droite c'est l'est, à gauche c'est l'ouest. Alors, je mettrai de côté le nord et le sud, où il y a aussi au nord, semble-t-il, hein, beaucoup plus de mètres carrés, quelle que soit la couleur, qu'au sud. Donc finalement, est-ce que votre outil permet éventuellement de réinterroger cette question des fractures ou des divergences entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud? Ça, c'est une première question. J'en ai une autre qui n'a rien à voir avec, c'est la question de la temporalité. Est-ce que dans votre base de données, on peut avoir une indication sur l'ancienneté des projets ou des opérations? En clair, l'opération qu'on va aller voir à Bobigny, à Argenteuil ou à Palaiseau, est-ce qu'on a quelque part une indication sur son ancienneté? Est-ce qu'elle est juste lancée? Est-ce qu'elle est quasiment à terminaison? Vous voyez, cet axe des temps, est-ce qu'il y a une couche qui permet de voir parmi les 1795 projets, les plus récents, les plus avancés, etc. Alors, je vois qu'on l'a à l'échelle d'un projet, là, le 41 rue de Paris à Saint-Germain-sur-Morin, mais est-ce qu'on peut avoir une vision à l'échelle des 175 projets, voilà, la tranche du temps. Et puis j'ai une dernière question, on a beaucoup parlé des projets de la métropole, Inventons la métropole 1 et 2, etc. Est-ce que ces projets apparaissent spécifiquement dans cette cartographie ou qu'est-ce que cette cartographie nous en dit par rapport notamment à la mise en œuvre de ces projets qui sont tous qui ont été lancés au même moment, hein, si je reprends l'axe des temps, mais dont on sait aujourd'hui qu'ils s'étalent dans le temps pour des tas de bonnes raisons, hein, plus ou moins faisables, plus ou moins prêts, plus ou moins faciles, plus ou moins ralentis, voire stoppés. En clair, est-ce que il y a une sélection de ces projets qui peut être faite? Est-ce que vous avez une couche particulière qui permet de les localiser, de voir où ils en sont, de les caractériser ou pas? Voilà. Donc, quelques questions, si vous voulez bien nous dire ce que vous avez comme élément d'appréciation ou de commentaire. Ok, alors, sur la question des temporalités d'abord, effectivement, on a les données sur projet par projet, quand on zoome sur les projets, mais on n'a pas d'outils pour filtrer en fonction de l'ancienneté des projets, par exemple, ou de la durée jusque-là. C'est-à-dire que, en fait, l'outil, techniquement, a ses limites, mais par ailleurs, il est déjà assez riche en termes de filtres et on ne voulait pas trop le complexifier. Donc, sur ce sujet, on peut
avoir les données que projet par projet. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur les projets inventons, c'est-à-dire ce qu'on appelle les APUI, appels à projets urbains innovants, on peut trouver pareil l'information en zoomant sur chaque projet, mais nous, on a des travaux par ailleurs là-dessus. On a sorti une note rapide l'année dernière sur la question des APUI, c'est-à-dire qu'on a à la fois les Réinventer Paris, les Réinventons la métropole, enfin Inventons la métropole du Grand Paris plutôt, qui sont voilà, plusieurs sessions de projets urbains, en fait, d'appels à projets qui ont un peu, on va dire, bousculé la façon traditionnelle de faire du projet. Donc, on va ressortir une note rapide de l'année prochaine, justement là-dessus, des analyses pour voir qu'est-ce qui a été livré, qu'est-ce qui est vraiment innovant, qu'est-ce qui a changé et comment les collectivités locales aussi accompagnent ces projets aujourd'hui. Donc, c'est vrai que voilà, on a aussi un certain nombre de travaux parallèles qui sortiront notamment de l'analyse de cette base, mais que vous pourrez suivre d'ailleurs, soit en nous suivant sur les réseaux sociaux, soit en allant voir le site régulièrement. Ensuite, votre question sur, on va dire, les dynamiques Est-Ouest. Alors, si j'ai bien compris, je pense que vous faites référence à la question du rééquilibrage Est-Ouest dont on parle depuis à peu près 40 ans. Et dont on parle pendant 40 ans encore, vraisemblablement. Alors, sur rééquilibrage, c'était un rééquilibrage qui, effectivement, disait surtout que tous les emplois étaient à l'ouest et qu'à l'est, on avait surtout du résidentiel et peu d'emplois. Alors, il y a effectivement un certain nombre de projets qui déjà, on va dire, type, par exemple, Val-des-Fontenay, où on sait que Val-des-Fontenay s'est développé parce que sur le RER-A, il y avait le lien direct au siège de la Défense et c'était les back-office d'un certain nombre de banques et d'entreprises de la Défense. On a, des secteurs comme aussi la porte de Montreuil, où on a un certain nombre de grandes entreprises qui se sont installées, mais c'est vrai qu'il y a toujours un déséquilibre, clairement, entre l'Est et l'Ouest. Et aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs, on va dire, de l'aménagement se posent la question, est-ce qu'il est encore pertinent de parler de ce déséquilibre? Est-ce que justement, à l'aune aussi de nouvelles façons de travailler, nouvelles tendances de l'immobilier d'entreprise, on est toujours sur ces dynamiques et aussi avec l'arrivée du Grand Paris Express. C'est-à-dire que en tant qu'urbaniste, évidemment, il y a un des principes de l'urbanisme, c'est quand même rapprocher l'emploi et l'habitat pour diminuer, on va dire, justement les déplacements et l'impact carbone de ces déplacements. J'en profite pour faire une petite aparté, puisqu'on a lancé hier un cycle de réflexion qu'on a sur le ZEN, c'est-à-dire le zéro émission nette, donc sur tout ce qui est justement impact carbone de l'aménagement, de la construction, des mobilités. Donc, vous pouvez le suivre aussi en webinaire sur le site de l'Institut. Il y aura encore 5 séances à venir. Voilà, petit aparté. Mais effectivement, aujourd'hui, ce qu'on voit de toute façon, c'est que les programmations sont très variées. À l'Est, on a à la fois des programmations bureau-logement, mais la vraie question, on va dire, à l'Est aujourd'hui, enfin, une des grosses questions, mais aussi sur Grand Orly-Senneberg, par exemple, c'est la pérennité aussi des petites activités, et y compris, en fait, aussi des artisans qui viennent souvent en cœur de métropole, un plombier, etc., par exemple, artisans du bâtiment, qui trouvaient, en fait, des espaces à louer auparavant dans ces territoires, notamment de l'Est et du Sud de Paris, mais qui sont poussés de plus en plus loin, parfois aux limites de la région, et qui viennent travailler tous les jours en cœur de métropole et donc du coup, ont des déplacements très longs et également polluants. Donc il y a une question qui est comment aussi lutter contre la pression de l'immobilier de logement pour préserver un certain nombre de possibilités pour que une grande diversité d'emplois et de services reste dans le cœur de métropole. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Si, alors j'en ai d'autres qui arrivent. J'ai une question qui arrive sur le commercial. Alors je ne sais pas, je n'ai pas noté si dans vos couches ou dans les critères, vous avez, je ne sais pas si vous avez distingué le commercial. Alors le commercial, c'est beaucoup de choses. C'est à la fois les grandes surfaces, les grandes plaques. Commerce, voilà. Oui. Voilà, en fait,
quand vous avez le détail de activité, donc qui est cette couleur rose-rouge, vous avez effectivement le détail de commerce, bureau, hôtellerie et autres. Et donc, dans commerce, effectivement, on peut avoir les surfaces de centres commerciaux et puis les surfaces de galeries commerciales. Après, comme effectivement, on est au-delà d'un certain... qu'on est dans le cadre d'opération d'aménagement, ça peut aussi être la consolidation d'un certain nombre de surfaces de rez-de-chaussée commerciales. Hein. Tout à fait. Donc, on a cette information. J'ai une autre question qui est de savoir si vous avez une superposition de cette cartographie avec les gares du Grand Paris, du projet Grand Paris Express. Ah oui, alors effectivement, cette question alors on va ajouter le réseau du Grand Paris Express sur la carte. C'est la prochaine étape pour justement qu'on puisse mieux comprendre en fait les dynamiques qui ont été, qui accompagnent l'arrivée des gares du Grand Paris Express et de ce nouveau réseau. Tout à fait. Ça y est pas encore, mais ça va venir. J'ai une question de quelqu'un de Bobigny qui me dit, est-ce qu'on peut faire une démonstration à l'échelle de Bobigny de voir ce que montre votre outil? Voilà, peut-être qu'on peut le faire. Alors, imaginons que je sois un opérateur urbain, je ne sais pas, je m'intéresse aux mobilités, ou je suis un promoteur ou un aménageur, je cherche à me faire une idée rapidement des grands projets à l'échelle de Bobigny, peut-être des opportunités ou de la caractérisation de ces projets. Peut-être qu'on peut faire l'exercice en direct. Alors, je rappelle juste que les chiffres sont donnés à l'échelle de l'agglomération. Donc, ici, ça va être Est Ensemble. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'opérateur régional, aller à l'échelle des communes sur l'analyse des projets, ça fragmentait aussi un peu trop la réflexion. Donc là, moi, j'ai cliqué sur Est Ensemble. Voilà, donc déjà, vous avez la dynamique à l'échelle de l'agglomération. Ensuite, pour avoir des informations sur Bobigny, il faut zoomer sur Bobigny, effectivement, et là, vous aurez l'information voilà, sur effectivement le secteur de la folie, par exemple, ici, en cliquant sur le projet, on peut avoir les données directement, le pop-up Picasso, ou en allant sur les projets. Voilà. Donc là, vous retrouvez les projets, certains donc, sont à Bobigny, certains ailleurs. Là, il faut scroller, on va dire, sur la liste. Et vous avez plutôt cette information de cette façon-là. En revanche, les chiffres, en fait, comme vous pouvez les exporter territoire par territoire, vous pouvez ensuite faire un tri. Donc là, on voit tous les projets Est Ensemble. Vous pouvez ensuite faire un tri dans Excel, par exemple, de tous les projets qui sont localisés à Bobigny. Et là, vous pouvez faire vos traitements de données, par exemple. En particulier sur la datation, si je vois bien. Vous êtes passé sur j'ai vu des années un petit peu à gauche dans votre Excel, là. Oui, il y a beaucoup plus de données, effectivement, là. Oui, il y a les données de lancement, les données de lancement. D'accord, ça c'est très intéressant, d'accord. Livraison prévue, souvent ça prend du retard. Mais voilà, donc là, il y a aussi plus d'informations dans ce tableau que ce que vous pouvez voir quand, évidemment, vous cliquez sur un projet où là, c'est un résumé, parce qu'évidemment, à cette échelle-là, de cette petite vignette, on ne peut pas tout avoir. Donc, et voilà. Par exemple, Cécile, sur Bobigny, continuons l'exemple. Si je cherche à savoir, parce que moi, je suis curieux de nature, ou quels sont les sites qui sont en début d'opération, c'est-à-dire qui vont se terminer plutôt en 2000, je dis n'importe quoi, allez, 2024, 25, 26. Est-ce que je peux moi-même faire une extraction des données Excel qui sont là et essayer d'y voir plus clair là-dessus, ou est-ce que je peux vous le demander? Comment ça se passe? Non, regardez là, vous appuyez sur... moi, ce que je viens de faire, c'est que j'ai appuyé sur le bouton Excel. Le fichier s'est ouvert en dessous, là. Je clique dessus. Est-ce que vous voyez le fichier s'ouvrir ou pas? Alors, moi, non. Ah, attendez, alors je vais retourner sur mon partage d'écran pour vous montrer le fichier Excel qui s'est ouvert. Voilà. Donc là, tout le monde a accès à ce fichier. Oui, d'accord. C'est Open Data. Donc maintenant, vous avez tous les projets là d'Est Ensemble. Donc, vous pouvez tout à fait faire un tri, d'une part, sur ceux qui sont, alors attendez, hop, localisés à Bobigny.
Je dis D'accord. bon, ça ne marche pas. D'une part, ceux qui sont localisés à Bobigny, et d'autre part, en fonction… Oh, c'est bloqué. De la date de livraison. De la date de livraison, voilà. D'accord. Mais est-ce que ça peut se reporter sur la carte? Non. Parce que Excel, je pense que tout le monde sait faire, mais non, il n'y a pas de report possible sur la carte. Non, il n'y a pas de report possible sur la carte. Non, ça, c'est pas possible. D'accord. OK. Écoutez, c'est déjà bien d'avoir l'Excel. Hein, Oui, voilà, je pense que c'est déjà beaucoup d'informations intéressantes, avec un certain nombre de tri possibles. Et puis ensuite, on peut, voilà, sur la carte, on peut aussi exporter les cartographies par ailleurs, hein. Mais effectivement… OK, alors j'ai une question de Sonia Butlen, pardon. Vous avez évoqué l'architecture réversible. Alors moi, j'ouvre une parenthèse, ça renvoie à ce que j'appelle moi la loge activité. C'est-à-dire ces locaux dans lesquels quelquefois on est déjà sans le savoir, qui sont des endroits où on vit et où on travaille. Et ça se voit à l'échelle du logement. Donc c'est la pièce supplémentaire ou c'est le bureau dans son appartement ou dans sa maison. Mais maintenant, ça se voit aussi à l'échelle d'un plateau de bureau. On sait que dans les plateaux de bureau, il y a des endroits où on commence, alors non pas forcément à loger, mais à se détendre, à se distraire. Et demain, je suis convaincu qu'il y aura des aménagements à l'échelle du plateau de bureau où on pourra se reposer, voire dormir. Je suis convaincu que ces loges activités vont se développer. Et donc, je complète je lis la question complète. Vous avez donc évoqué l'architecture réversible, en particulier tertiaire logement. Y a-t-il des projets de cette nature en Île-de-France ou ailleurs sur le territoire national? Et j'ai une deuxième question de Dominique Fija. L'outil comprend-il des informations sur les prix, charges foncières, prix prévisionnels des produits mobiliers? Je vois que là, il y a des incitations à développer, à perfectionner l'outil qui a l'air extrêmement prometteur. Alors, non, il n'y a pas aujourd'hui d'indication sur les prix, les charges foncières, etc. Mais c'est vrai que nous, on pilote l'Observatoire régional du foncier avec l'État à l'Institut aussi, qui est beaucoup plus sur ces dimensions-là. Nous, ce qu'il faut voir, c'est que l'interface de l'outil, pour être ergonomique, il fallait quand même qu'on limite le nombre d'informations. Donc, c'est aussi un souci vraiment d'ergonomie, hein. C'est pas, effectivement, au début, on avait un cahier des charges, on voulait tout mettre, tout croiser, et puis finalement, les informaticiens nous ont dit quand même, restons, on va dire, restons modestes aussi sur la capacité de l'outil informatique à tout transmettre à l'utilisateur. Donc, effectivement, on n'a pas cette dimension-là, même si on sait qu'effectivement, elle est très intéressante. Ensuite, sur la question de l'architecture réversible, en fait, il y a deux dimensions. C'est-à-dire, il y a, on va dire, dans l'ancien, on cite toujours l'haussmannien comme étant une sorte d'architecture réversible parce que, de fait, on a des avocats qui travaillent, qui ont leur cabinet, des médecins et puis des gens qui habitent, etc. Bon. Dans l'ancien, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être transformées. On sait que, par exemple, c'est Patrick Bouchin, notamment, Grand Prix de l'urbanisme de l'année dernière, qui a transformé beaucoup de bâtiments et qui remet en cause aussi la question des normes, les normes de logement, les normes de bureau, toutes ces normes qui sont extrêmement rigides, et pas uniquement pour des raisons de sécurité, etc., mais aussi pour des raisons, on va dire, d'uniformisation, d'industrialisation des process qui finalement compliquent cette question de la réversibilité et de la transformation. Et ensuite, on a la question du logement, du neuf, c'est-à-dire la construction neuve. Et là, ça demande effectivement d'avoir des trames, en fait, d'avoir des structures de bâtiments qui sont calculées, d'une part, pour répondre à toutes ces normes à la fois. Moi, il y a par exemple aussi un autre architecte qui est Patrick Rubin, par exemple, qui a travaillé beaucoup sur cette question-là et qui justement est l'architecte de cette opération dont je parlais à Bordeaux. Mais ça reste aujourd'hui, on va dire, un peu confidentiel, des bâtiments qui sont construits initialement pour pouvoir évoluer. Parce qu'en fait, c'est comme, je pense qu'il y a des promoteurs dans la salle virtuelle, mais c'est considéré comme un risque aussi. C'est plus complexe, c'est pas habituel, c'est pas dans les process habituels, donc on s'y risque quand même moins. Mais en revanche, c'est vrai qu'on pourrait se dire, est-ce que l'investissement ne vaudrait pas
la peine, puisque ça permettrait justement, quand on a des cycles économiques imprévus, hein, qui arrivent comme en ce moment, de réagir vite et de rebondir au mieux. J'ai une question, peut-être la dernière, qui m'arrive de quelqu'un de Paris et qui me dit que, au travers de ce qu'on a vu rapidement, il a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose sur Paris. Alors, il n'y a peut-être pas grand-chose sur Paris parce qu'il n'y a peut-être pas de grand site d'aménagement. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça nous dit sur Paris? En fait, ce que ça nous dit sur Paris, je vais retourner sur l'outil, c'est surtout que beaucoup de choses se passent, évidemment, aux portes et sur les limites de Paris. Puisqu'effectivement, voilà, je zoome sur Paris, je clique sur Paris, tac, et là, on voit très bien, voilà, bon, évidemment, Paris-Rive-Gauche qui se termine, Bercy-Charenton, Porte de Montreuil, etc. Et tout ce qui est Gare des Mines, tous les projets de Nord. En réalité, on sait que c'est tous les projets, voilà, pareil, de sites anciennement ferroviaires, industriels ou des projets de rénovation urbaine, hein, comme ici, Piton du Vernois aussi à Porte de Montreuil. On a après des grands projets plutôt de requalification d'espaces ouverts comme Champ de Mars, par exemple. On a voilà, quelques projets dans le cœur de Paris, comme tout ce qui se passe autour, juste à côté de nos bureaux, hein, ici autour de Montparnasse. Donc évidemment, il se passe des choses, mais comme je disais tout à l'heure, du fait des seuils aussi qu'on a choisis pour que la carte soit expressive à l'échelle de la région Île-de-France, on n'a pas toutes les petites opérations immobilières qui font une dynamique très importante aussi, hein, mais que nous, sur laquelle on travaille par ailleurs avec d'autres outils qui ne sont pas nécessairement partagés sur le site. Voilà, mais non, on n'oublie pas Paris, évidemment. J'ai une question sur justement à propos de grands sites. Qu'est-ce que l'on peut dire ou qu'est-ce que l'on peut voir sur Feu Europacity, Aéroville, et j'en ai une autre exactement la même sur les JO. Est-ce qu'on peut voir des choses par rapport aux JO? Donc la première, c'est Europacity, Aéroville, enfin toute cette zone triangle de Gonesse, etc. Qu'est-ce que l'on voit? Et peut-être qu'est-ce que l'on peut comprendre des dynamiques? Et même question sur les JO. Mais écoutez, sur le triangle de Gonesse, aujourd'hui, nous, ce qu'on prend, ce qu'on garde, c'est qu'il reste toujours une ZAC qui existe de 240 hectares. Hein, donc, de fait, nous, on a des critères qui sont techniques, hein, et pas politiques. Donc, aujourd'hui, c'est toujours indiqué comme tel, hein, 297 hectares. Voilà, sur la question des projets liés aux JO, enfin aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de filtre spécifique JO, mais par exemple, on va avoir dans la description de l'écoquartier, par exemple de l'île Saint-Denis, une mention des JO dans la description du projet. Donc, on actualise au fur et à mesure, évidemment, en fonction, voilà, Plaine Saulnier, pareil, JO 2024. Donc, en fait, on n'a pas de filtre spécifique, mais on a les informations projet par projet. Et un filtre spécifique sur certains thèmes, j'allais dire, à la mode ou parce qu'ils intéressent les gens, ce serait compliqué à monter? Bah, vous voyez, en fait, aujourd'hui, on a tout sur la page, là. Si on rajoute un filtre JO, etc., il faudrait descendre, ça ne se verrait pas. En fait, c'est quand même déjà très riche. Moi, je comprends. Moi-même, vraiment, je vous dis, je voulais rajouter des calques et avoir plus, des couches, et avoir plus d'infos encore. Mais après, on finit par se perdre dans l'outil. On perd l'ergonomie, on perd oui, vraiment le côté fonctionnel, en fait. C'est le risque. Hein. Je comprends bien toutes les envies et toutes ces volontés, mais là, ce qu'on a voulu trouver aussi, c'est l'équilibre entre les data vis, on va dire, de 2 chiffres, hein, à droite, la carte au milieu, et puis les filtres à gauche. Donc, malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Très bien. Écoutez, j'allais conclure. J'ai une dernière question. Je la lis sans filtre, hein, de Pierre Dumollard. Dans la cartographie projet, est-il possible d'intégrer des scénarios réversibles du mix transport avec davantage de transport individuel et essor des automobiles propres électriques puis hydrogène? Bon, je crois que la réponse, vous l'avez donnée. Oui, oui. C'est un autre sujet. On ne peut pas multiplier les couches, même si la question l'intéresse. Par ailleurs, ça, c'est un travail de prospective sur des hypothèses qu'on peut faire par ailleurs dans nos travaux à l'Institut, hein, tout à fait, mais qui n'a pas sa place dans cet outil qui est très
on va dire, voilà, programmation des projets aujourd'hui en l'état, de ce qu'on connaît de ces dynamiques. Tout à fait. Alors, effectivement, l'intérêt de ce travail, c'est de montrer déjà tout un ensemble de données. Effectivement, c'est très riche. Et évidemment, la sanction, c'est qu'on n'en a jamais assez. Donc, Voilà. ça crée à la fois de l'intérêt, de l'envie, de l'appétit, donc de la frustration. Moi, je voulais, Cécile, vous remercier beaucoup parce que c'est très intéressant d'abord d'avoir connaissance de ce travail et de cet outil. Et je trouve que c'est un bon moment pour présenter ce genre de choses parce que comme on est tous coincés chez nous en télétravail, bah, utilisons les avantages de la visioconférence, hein, c'est ce qu'on fait, et ça nous permet de vous avoir avec nous là pendant ces 3 quarts d'heure. Donc je voulais vous remercier beaucoup de tout ça. J'ai vu que l'accès était assez simple, hein. Je l'ai moi-même utilisé et je suis pas du tout un spécialiste de carto ou de géographie, donc bravo pour avoir fait quelque chose qui soit facile d'emploi pour des gens qui ne sont pas des spécialistes. C'est pas le cas de tous les travaux des SIG, hein. Donc, moi, je tenais à le souligner. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, peut-être à une prochaine fois pour présenter d'autres travaux de l'Institut Paris Région. J'invite tout le monde à s'y reporter. Il y a vraiment une masse d'études, de notes rapides ou pas, qui est extrêmement riche, très objectivée. Et je rappelle aussi qu'on a également, je pense à la Pure, hein, on a également à la Pure toute une série de données de travaux qui permettent d'avoir une vision assez actualisée et assez sensible, hein, sur les dynamiques, les problèmes, les problématiques du Grand Paris. Voilà, merci à tous, à très bientôt. Je crois que Grand Paris Live, si je ne me trompe pas, reprendra en janvier avec notamment Méca Brunel, hein. Mais on vous annoncera tout ça avec nos voeux. Et merci encore, Cécile. À très bientôt. Je dis au revoir.